Et donc on attaque, on prend donc cette première intervention sur... donc on a repris un titre qui figurait dans un article que vous avez publié dans le BBF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous laisse la parole. Et donc du coup on a à peu près 1 heure d'intervention et puis après on aura un temps de questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions. Bonjour tout le monde, on va se présenter rapidement. Donc c'est moi qui commence, Olivier Zerbib. Donc je suis sociologue à l'université Grenoble-Alpes, au laboratoire PACT. Et je travaille sur les bibliothèques de façon différente. Et puis globalement l'innovation dans les secteurs culturels. Je m'intéresse aussi au cinéma, du côté exploitant de salles. Et globalement, études de public et puis études sur les dynamiques de transformation des professionnels, du fait du numérique et puis du fait, on en parlera aussi un peu, de la transformation des politiques publiques. Voilà. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la façon dont les professionnels de la culture construisent des figures de l'usage. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, je suis enseignant aussi en sociologie et dans un master design de services, dont certains travaillent sur les bibliothèques en ce moment. Et moi je suis Pierre Lequéot, je suis anthropologue, mais je travaille au département de sociologie de l'université Grenoble-Alpes et je m'intéresse aux médiations techniques et culturelles. Donc culturelles, alors j'ai beaucoup travaillé sur les pratiques culturelles dans plein d'endroits différents en France et en Europe. Voilà. Donc alors on va vous présenter quelques résultats d'une enquête que nous avons réalisée récemment et dont nous sommes en train d'écrire le rapport en ce moment. Alors, au départ, l'idée de cette enquête qui nous a été confiée par la BPI, avec le soutien du ministère, puis d'autres institutions, et avec la CIM, qui a joué un rôle important dans la mobilisation des médiathèques pour la réalisation de cette enquête. L'idée, c'était d'identifier des pistes de réflexion pour essayer de penser et peut-être de réorganiser la place de la musique dans les médiathèques. Alors, idée de piste de réflexion, c'est un peu dans cette idée-là que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous proposer des pistes de réflexion. Et une enquête, pour nous, ça n'est pas du tout une manière d'apporter des réponses définitives, parce qu'on va essayer de le faire, en tout cas, montrer la diversité des situations, la diversité des territoires. Toutes les solutions identifiées ici ne sont pas valables là-bas, et ainsi de suite. Donc voilà, mais voilà, peut-être des sujets de discussion entre vous, auxquels on pourrait répondre davantage peut-être en localisant, en situant un peu mieux les résultats. Donc cette enquête, elle s'est déroulée en 2 phases. Bon, d'abord une phase exploratoire et puis après une enquête par questionnaire. Qui a répondu à l'enquête par questionnaire ? Donc la phase exploratoire consistait à visiter 6 bibliothèques idéales typiques, c'est-à-dire qui sont très singulières du point de vue de la question qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'au départ, elles avaient une activité, on peut dire, innovante dans le domaine de la musique, et puis surtout placée dans des situations, dans des contextes sociaux, économiques, culturels particuliers. Lyon, c'est chargé de représenter les métropoles, les grandes métropoles françaises. Château-Giron, un petit pays, un regroupement intercommunal qui est à la périphérie de Rennes et qui est dans une région très très dynamique puisque c'est ce qu'on appelle l'aire d'attraction d'une métropole et du coup qui est en train de changer. Ce sont encore un peu des villages qui se sont fédérés et dont on voit la dynamique. On parlait d'écologie tout à l'heure, de bétonisation, parce que c'est vraiment un taux de croissance assez remarquable de ces petites communes qui sont à la périphérie d'une grande métropole. Et du coup, avec une population qui change très vite, des jeunes foyers qui s'installent de catégories au moins moyennes, voire supérieures, et qui cherchent du mètre carré un peu moins cher pour travailler à Rennes. Voilà. Mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. Château-Giron, Gradignan. Gradignan, Sylvette et Nicolas sont dans la salle, donc ils pourront corriger. Mais bon, effectivement, un équipement qui est situé dans une banlieue plutôt favorisée d'une grande métropole urbaine, avec des initiatives sur l'écoute sur place. Et puis, la participation à Gironde Music Box, dont vous parlerez tout à l'heure, donc qui caractérise un engagement particulier. Dole, petite ville, entre 2 métropoles régionales aussi, Lyon d'un côté, la Franche-Comté. Alors là, effectivement, c'est pareil, gros équipement dans un cadre plutôt rural. La bibliothèque départementale de l'Eure, il fallait une bibliothèque départementale. Ouais. Voilà. Alors qui est dans un territoire, pour le coup, rendu exsangue par l'attraction des métropoles. D'une part, alors l'Eure, je ne sais pas si vous voyez où c'est, moi j'ai cherché un peu quand même. C'est entre
Alors, pour ce qui nous intéresse, c'est entre Rouen, Le Havre et Paris. C'est accessible en train de banlieue depuis Paris. Et puis, bon, alors, Exsangue, parce qu'en fait, il y a une forte attraction de ces métropoles qui fait qu'en gros, le territoire devient un territoire dortoir, dans le meilleur des cas. Voilà. Donc plusieurs problèmes de maintien d'une cohésion sociale, enfin des choses un peu importantes dans ce territoire voilà. Et puis ça devait être aussi un point de vue pour nous représenter les petites communes qui sont pas, enfin voilà, on n'aurait pas pu aller dans toutes les communes rurales, etc. Et puis Montreuil, enfin. Alors Montreuil est un exemple bien connu de gentrification. Je ne sais pas si ce concept est clair pour tout le monde, mais c'est ce changement très rapide de la population dans certaines zones, alors beaucoup plus denses urbaines. C'est un peu le cas de Château-Giron aussi, mais Château-Giron est encore dans une zone presque périurbaine, rurale, tandis qu'évidemment Montreuil c'est au cœur, c'est de la forte densité urbaine, etc. Avec des problèmes, alors là aussi de cohésion sociale et de sécurité assez importants. Alors, à chaque fois, on était dans des contextes aussi institutionnels et politiques différents. C'est aussi un peu pour ça qu'on a choisi des établissements qui ne sont pas situés toujours de la même façon sur leur projet d'établissement. Certains en avaient, d'autres n'en ont pas. Certains ont été pris dans un projet d'établissement qui était en train d'être fait, d'autres c'était déjà fait. Voilà. Et on verra que ce contexte institutionnel a un rôle sur les équipes et sur la façon dont on se représente ou dont on mobilise le public. On va faire vite, mais globalement, on a interrogé vos collègues, parfois assez longtemps. On aurait aimé le faire plus, ça n'a pas été possible non plus, mais des entretiens qui couvraient à la fois cet aspect des transformations liées au métier, au projet d'établissement, les façons dont on perçoit l'évolution des publics, et puis des initiatives qui ont été posées, qui sont très diverses, effectivement, et qui nous ont permis d'éclairer la suite. Et ça nous a permis de faire un questionnaire adressé à l'ensemble de votre profession, en partant de la base Neoscribe, à laquelle vous répondez, je crois. Donc on avait une population de 15 000 établissements. Sur ces 15 000 établissements, on a adressé... Alors, avec les trous dans la raquette de cette base, et de l'observatoire. Donc il y a des répondants, des non-répondants, des gens dont l'adresse n'est pas bonne. Bon, bref, vous connaissez tout ça. Mais globalement, on a adressé ça à l'ensemble des 15 000 bibliothèques qu'on a qualifiées comme étant au moins des points d'écoute musicale. Il fallait au minimum qu'il y ait un tout petit peu de collection, une toute petite action. Donc on a longtemps discuté de ça avec le ministère, donc on ne l'a pas adressé à l'ensemble. Et on a eu 1049 répondants. Donc les répondants, c'est un site à chaque fois, une bibliothèque qui répond, ce qui est pas mal. On a un bon taux de réponse. Généralement, quand on fait une enquête en ligne, on a 2% de réponse. Et là, je vous laisse faire le calcul, je crois qu'on l'avait fait, on doit être à 7-8%. Sur ces pourcents-là, 77%, alors qu'on avait quand même ciblé normalement des gens qui ont une action musicale, 77% déclarent une activité dans le domaine de la musique. On va parler plutôt d'eux. Voilà. Oui. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont déclaré qu'ils n'en avaient pas, c'était 2021, 2022, qu'il y avait peut-être des activités musicales qui avaient été suspendues à cause de la Covid et qui n'avaient pas encore reprises, ou alors qui étaient en transition. Enfin voilà. Alors on les a redressés, on a redressé notre échantillon de façon à ce qu'il réponde à la population de référence. Donc on a corrigé en fonction de la taille de l'établissement et en fonction du genre aussi de la personne qui répond. Et sur les usagers, alors deuxième lame, là c'est quelque chose qu'on a testé. On s'est dit plutôt que de refaire des entretiens auprès des publics, on a choisi une méthode quantitative. On a demandé à tous les répondants de l'enquête professionnelle d'adresser un questionnaire à leur public. Voilà. Alors on l'a fait exprès pour voir comment ça répondait aussi, c'est-à-dire comment votre profession est médiatrice et peut capter des publics. On a eu quand même 605 répondants, ce qui est pas mal non plus, dans 142 établissements différents. Alors, cette population-là, elle a des biais, forcément, par rapport à la population qu'on connaît, en général, sur les publics des bibliothèques. Mais il y a un élément intéressant, c'est qu'on n'a pas de grosse enquête qui nous donne une vision claire de qui sont les publics des bibliothèques. Il a fallu ruser un peu, donc on a croisé plusieurs enquêtes, l'enquête de 2016, de la DGMIC. On a eu une approximation déjà du genre, de l'âge typiquement de ces publics-là et de la profession et catégorie socio-professionnelle. On a
redresser notre échantillon en fonction de ça. Donc, je vous en donne un exemple. Dans notre échantillon, on avait 72% de femmes et 28% d'hommes. Classiquement, les femmes répondent toujours plus aux enquêtes que les hommes. Dans la population estimée pour les usagers, c'était 56%. Donc on a redressé, on est arrivé à 62% de notre échantillon pondéré. Et pareil pour l'âge, vous voyez, on a des fortes distorsions en termes d'âge. On a beaucoup moins de jeunes, ce qui est classique dans notre échantillon aussi. On l'a redressé, on s'est débrouillé pour que ça soit pas trop mauvais. On l'a pondéré. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand quelqu'un répond à l'enquête, normalement, ses réponses valent 1. Si c'est une femme, ça va valoir un peu moins parce qu'on a trop de femmes. Donc ça va tomber à 0,8. Quand ça sera un homme, ça sera 1,2. Et puis si c'est une jeune femme, on va la garder quand même dans l'échantillon. Si c'est un jeune homme, alors là, ses réponses pèseront plus. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais vous verrez ça dans le rapport final. Alors, l'exposé qu'on va vous présenter des résultats, ou plutôt l'exposé des pistes de réflexion, ça va se répartir sur 4 points. D'abord, la façon dont les médiathèques, les bibliothécaires dans les médiathèques perçoivent le contexte. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme conséquence? Donc, quels sont les impacts de ce qui se passe dans le monde du disque et dont on vient d'évoquer quelques aspects, le fait que n'y a plus de matériel pour lire les CD, enfin bref, tout ça. Et puis, quelles sont les réactions, les expériences qui sont tentées par les bibliothèques, médiathèques, pour essayer de trouver une réponse pertinente autour de ces difficultés. Et en dernier lieu, on évoquera les tensions, à la fois ligne de fuite, ligne de force, une notion de Foucault sur les dispositifs, c'est-à-dire comment ça met sous contrainte, et puis comment en même temps que ça met sous contrainte, ça donne la possibilité de faire quelque chose, de redéfinir un projet, etc. Voilà. On a prévu un temps d'échange après, mais si c'est pas clair, ou si vous avez très très envie de poser une question, vous pouvez aussi. Ouais. Donc, dans un premier temps, le contexte perçu qui porte sur 2 choses. Le premier, c'est d'abord tout ce qui concerne la musique stricto sensu. Et puis, deuxièmement, autre chose qui est venue et qui s'est imposée, en tout cas dans notre raisonnement, à la suite de la phase qualitative des entretiens exploratoires. Étant entendu que ces 2 aspects jouent un rôle, ce qu'on va voir, et qui est probablement très différent selon le territoire, selon plein de choses, à redéfinir la place de la bibliothèque sur son territoire, et notamment dans le domaine de la musique, mais pas que. Donc le premier élément le plus important, je sais pas, c'est toi qui connais mieux en trucs numériques. Non, on ne va pas vous apprendre le fait que effectivement les dispositifs d'écoute musicale sont transformés et qu'évidemment ça a des transformations sur l'écoute musicale. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a un phénomène qu'on appelle la musicalisation de l'environnement des Français. On écoute de plus en plus de musique et de plus en plus régulièrement et de plus en plus longuement. Voilà. Donc, la génération mai 68, 20% des personnes écoutaient de la musique tous les jours, et puis c'est passé à 66% aujourd'hui pour la génération aujourd'hui. D'accord ? C'est lié à tout un tas de phénomènes, dont l'action en partie aussi des bibliothèques, transformées en médiathèques, qui ont contribué, elles aussi, à musicaliser le quotidien des Français, la radio, etc. Si vous écoutez 24 heures de France Inter aujourd'hui, il y a plus de musique aujourd'hui qu'il y en avait hier. Évidemment, transformation aussi des supports d'écoute, on va en reparler à plusieurs reprises. Voilà, la cassette, le CD, le vinyle, et on voit que le CD a joué un rôle important dans la transformation du marché du disque et de l'écoute musicale. Dans notre enquête, 72% des répondants déclarent que leur musique se fait essentiellement au moyen de dispositifs numériques. Bon, effondrement de la vente de CD, ça aussi on va en reparler. Musique de flux, tiens, il y a un petit... Alors là, on n'avait pas précisé. La question c'est, est-ce que vous écoutez essentiellement de la musique de façon numérique, oui ou non? Et on le retrouve là sur les... Quand alors, une petite faute sur le flux, sur la musique, pardon, mais quand on recompose leur dispositif d'écoute, quand on leur a demandé aussi sur quel support ils écoutaient, et qu'on qualifie ça en termes de flux, on retombe sur la même chose. Voilà. Donc on a 73% de nos répondants qui écoutent de la musique en flux. Alors en flux, ça peut être la radio aussi. Radio, plateforme YouTube, etc. Bon. Versus CD ou vinyle, etc. Ouais. Oui. Là, c'est vraiment le support. Hein. Ça nous renseigne sur la façon dont ils écoutent. On ne sait pas ce qu'ils écoutent, on ne sait pas comment ils écoutent, etc. Peut-être qu'ils entendent.
Peut-être qu'ils entendent et qu'ils écoutent. Dans cette transformation dans ce qu'on appelle la musicalisation des Français, vous lirez, enfin, si ça vous intéresse, de toute façon on en reparlera dans l'ouvrage, mais ça s'accompagne aussi d'une transformation des façons d'écouter. C'est pas forcément un moment consacré, ça représente pas la même chose que de sortir pour écouter de la musique, etc. Évidemment. Bon, apparition, ça on va pas s'étendre sur les choses, mais bon, on va retrouver la trace dans les réponses de nos enquêtés. Depuis 2006, Spotify, Deezer, avec un taux de croissance énorme. Et là, nous, 37% des répondants sont abonnés à une plateforme. Ils sont bien abonnés, ils payent. Et je pense qu'on a une sous-déclaration parce que les jeunes, souvent, ne se déclarent pas abonnés parce qu'ils ne sont pas eux, c'est leurs parents qui le sont. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas de la musique depuis Spotify ou Deezer sans être abonné aussi. Donc, en gros, il y a une révolution technologique qui impacte la musique depuis les années 60 du XXe siècle. Ça continue. Voilà, c'est un renouvellement permanent et avec un taux, de ce que disait Olivier sur le taux d'écoute. Les enquêtes mondiales qui sont réalisées disent que c'est à peu près pareil sur toute la planète. On écoute de plus en plus de musique de façon multimodale, nomade, voilà, partout, tout le temps. Et que les plateformes s'inscrivent dans ce mouvement global. Excusez-moi, vous vouliez dire ? Non, là c'est abonnement payant. Ce qu'on va garder juste aussi à l'esprit, c'est un contexte d'éclectisme culturel. Donc, par rapport aux travaux des années 70 de Pierre Bourdieu, notamment sur la distinction culturelle, on va se garder en tête aussi le fait qu'aujourd'hui, être cultivé, c'est avoir un registre d'écoute pour la musique très diversifié et pas se concentrer sur des formes uniquement légitimes. Donc, c'est aussi quelque chose qui soutient le développement des plateformes parce qu'il y a une offre de contenu importante et qu'aujourd'hui, la plupart des Français, sauf certains, comme certains jeunes ou les classes populaires qui vont se recentrer sur une forme d'écoute, mais ça soutient aussi le fait qu'on a des curiosités très variées et très éclectiques. En tout cas, plus éclectiques qu'auparavant. Alors voilà, ça c'était le contexte global, enfin ce qui concerne notre sujet, mais quand on a fait l'enquête exploratoire, il nous a toujours été dit que ces évolutions, en tout cas, se situaient dans des transformations qui étaient aussi dictées par des changements qui concernaient l'organisation du territoire. Pays, métropole, enfin voilà, ça peut avoir des noms ou des situations différentes. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des transformations dans le rôle et la place que joue la bibliothèque sur son territoire, il n'y a pas que le problème de la musique, c'est qu'il y a plein d'autres trucs, des demandes qui sont faites aux établissements qui les invitent à produire une réponse plutôt qu'une autre. Donc on y reviendra par la suite, mais d'abord, ce qu'on appelle ici par le changement d'échelle territoriale, c'est qu'on est engagé depuis très longtemps, depuis les années 80 sur une politique de décentralisation, mais il s'est accéléré à nouveau dans les années 2000 et 2010, un changement une réforme territoriale qui vise à regrouper, à mutualiser des ressources à différents niveaux. Donc c'est différentes politique d'organisation des collectivités territoriales, mais qu'on peut concevoir comme une espèce de réaction politique, une transformation, et Olivier en parlera peut-être, de la modernisation de l'État au sens très très large du terme, enfin de nos collectivités et de l'État, mais que ça peut être aussi juste un symptôme d'une évolution qui est celle qui se passe dans le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, un changement de société, ce qu'on pourrait appeler comme ça pour aller vite et peut-être pour faire plus l'image, une société post-industrielle. Et que du coup, c'est beaucoup de choses qui se transforment en même temps que les territoires. Par là, par exemple, il y a donc c'est ce qu'on appelle métropolisation, par exemple, ou changement territorial. C'est quelque chose qui peut avoir trois dimensions principales. La première, c'est économique, le déclin industriel. Château-Giron, dont je parlais tout à l'heure, était une ville industrielle, maintenant qui est juste un support logistique dans l'attraction de l'aire métropolitaine de Rennes. Voilà. Donc il n'y a plus d'activité industrielle. Je crois que Dole, tous les environs, a été impactés de la même façon. Une transformation de l'économie vers la tertiarisation, donc le secteur tertiaire, bureau, services aux entreprises, services à la personne, et puis finance, etc. Et particulièrement dans les métropoles, le secteur quaternaire, celui de la recherche, de la formation, de la communication, tous ces trucs-là. Et évidemment, au cœur de tout ça, il y a le numérique. Donc ça, c'est l'aspect économique. L'aspect démographique qui est un peu le pendant
de cette économie, le déclin des classes ouvrières, populaires ouvrières en tout cas, l'apparition de nouvelles classes moyennes et en particulier au sein de cette classe moyenne, la creative class. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. C'est la proportion remarquable. C'est un sociologue américain, je crois on a donné, enfin on en reparlera dans le rapport. Florida, c'est ça, ouais. Qui identifie que dans les grandes métropoles, il y a une forte représentation de tous les métiers qui sont liés à la communication, l'enseignement, la recherche, l'art, la culture, tous ces trucs-là, quoi. Enfin, voilà. Et puis, d'une manière générale aussi, les modes de vie, beaucoup plus de mobilité, de consommation culturelle. Et puis, au niveau de l'organisation des territoires, ce qu'on appelle métropolisation. Alors, la métropolisation, c'est effectivement un truc qui dit que les villes doivent se regrouper et s'organiser dans des programmes urbanistiques à l'échelle des grandes villes, mais que ça a des impacts bien au-delà. Il y a un certain nombre de géographes qui disent que la métropolisation, c'est un phénomène global, parce que là où ça attire, où ça structure, ça vide certains territoires, ça les vide de substance, qu'elles soient économiques, démographiques, ou voilà. Ce qui se passe, par exemple, pour l'heure. Voyez. Et puis, du coup, une espèce de tentative de redéfinir les territoires, de redéfinir quelle est leur place, alors qu'il n'y a plus d'activité industrielle, quand les territoires vivaient de ça. Voilà. Alors, on en reparlera aussi, mais ça joue sur la façon dont chaque territoire et chaque établissement va se positionner par rapport à des transformations qui sont perçues au sens global. Et les plateformes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont perçus comme étant des espaces de globalisation de la culture, ça intervient sur la façon, le contexte dans lequel vous intervenez, parce que forcément quand vous discutez avec un élu et qu'on vous dit mais le monde est globalisé et nous on est à une échelle française dans un petit territoire, alors déjà souvent on est dans un territoire qui est censé être en retard par rapport à l'échelle française, et puis la France qui est censée être en retard par rapport à des transformations qui jouent à un niveau plus global. Je vous invite à relire un article qui a été fait par l'un de vos collègues, je crois que son nom est Renard, sur le retard français. Et on parlait déjà du retard français dans les années 90. Voilà. Mais, donc il y a aussi le sentiment que ces évolutions, on n'a pas de prise sur elles. Voilà. Alors ça sera intéressant, mais ça sera une autre discussion sur les transformations et les discours que vous allez voir apparaître sur la résilience des territoires. Il y a des choses qui vont se rejouer différemment parce que... et je vous invite à lire Latour sur où atterrir, sur le fait l'importance de l'échelle locale dans la construction de l'adaptation d'un territoire et de l'innovation. Mais voilà, c'est des discours largement, mais on sait que les innovations sont toujours locales et pas globales. Ça invente à des endroits bien précis. Alors, bref, c'est autre chose. Mais... Donc pour caractériser un peu ce que je viens de dire sur les différentes logiques et comment elles s'articulent, par exemple, nos 6 bibliothèques qu'on avait choisies au départ, en fait, elles illustraient bien chacune une dynamique différente. Château-Giron, par exemple, après un fort et massif déclin économique, disparition complètement de tout ce qui est industriel et aussi de tout ce qui est agriculture, du coup c'est un redémarrage autour des activités d'organisation logistique et puis et une forte croissance démographique. Voilà. Pour ce qui est de Montreuil, j'en ai déjà parlé, c'est une espèce de dynamique de gentrification très... ancienne maintenant, parce qu'elle est bien documentée, et puis qui arrive à une espèce de logique un peu de tension maintenant dans Montreuil, on y reviendra peut-être. On peut parler de Lyon rapidement aussi. Forcément, la place d'une métropole régionale est pas du même ordre, donc il y a une partie des activités qui vont être de l'ordre de l'attractivité. C'est important d'avoir un bel équipement pour rendre une ville attractive, et en même temps, le sentiment que sur le territoire, il y a des inégalités qui sont très fortes, contre lesquelles il faut lutter aussi. Donc on a des logiques qui ne sont pas aussi simples et monolithiques au sein des équipements, surtout quand ils sont gros. C'est pareil pour Dole, à une échelle plus réduite. Alors, cette idée, juste pour poser un peu notre approche, c'est que nous, on a une approche complexe ou systémique, qui veut dire que, en fait, il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas... c'est comme un virus. Le virus, il est dans l'air, mais on développe la maladie s'il y a des dispositions à pouvoir développer. Donc, une maladie, une réaction
qu'on appelle une maladie. C'est pareil pour les territoires, c'est que des fois ils vont avoir des impacts très négatifs, on subit, et puis d'autres, selon les ressources, etc. Donc ça pose tout un tas de questions sur les inégalités de répartition des ressources entre les territoires, et ça va être un leitmotiv de notre proposition, parce que de réflexion en tout cas, parce que des fois il y a des remises en question profondes, etc., des redistributions de ressources, etc., qui interrogent sur la possibilité qu'on peut tous avoir de le faire ou pas. Donc, alors pour ce qui est des impacts, on va dire sur les constats partagés dans notre enquête pour la plupart des personnes qu'on a interrogées, c'est tout d'abord que les CD diminuent, on a dit la raison tout à l'heure, il y a de moins en moins de prêts de CD et puis d'outils à la maison, en voiture. Dans les zones rurales qu'on a été, l'usage de la voiture et du lecteur de CD dans la voiture, c'est un truc qui disparaît. Donc, voilà. Changement de l'automobile. Voilà. Et la fin du CD. Ouais. La diminution d'écoute sur place qui était moins évidente, moins partagée, mais quand même souvent constatée. Et alors ces deux évolutions particulièrement perceptibles chez les plus jeunes. Tout ce qu'on vient de décrire sur les plateformes est valable pour tout le monde, mais en particulier chez les jeunes. Tout ce qui est du remplacement des dispositifs d'écoute, en particulier le rôle du téléphone portable, c'est valable pour tout le monde, mais en particulier chez les jeunes. Et puis chez les jeunes, il y a une problématique très particulière, particulièrement observable dans les banlieues denses, où il y a des systèmes d'identification ou de groupes qui sont une nouvelle manière de traduire ce qu'on appelait la logique des idoles dans les années 60. Mais ici, les idoles, elles ont aussi des identifications, des identifications culturelles, ethniques, qui sont tout à fait particulières à ce monde culturel, dans le sens où s'identifier à Weshden ou Nakamura, ça n'a rien à voir. Ce sont deux mondes culturels assez différents et d'origine culturelle différente. Et alors évidemment, c'est difficile, disent les bibliothécaires, d'affronter ça. Ça oppose une résistance assez forte. Voilà. Donc, voilà, du coup, on le retrouve du côté de l'enquête des publics avec des jeunes qui vont être plus investis dans les sorties musicales, forcément. Alors les jeunes, c'est moins de 25 ans dans notre échantillon. Et des écoutes qui sont plus longues, mais ils vont être globalement moins engagés dans les pratiques des bibliothèques. Et on va les opposer à des classes plus âgées, des gens qui vont être plus investis dans les pratiques bibliothèques, mais moins dans les formes de sortie musicale. Alors, il y a des points de tension là-dessus, on y reviendra, là aussi plutôt dans la publication, mais on en discutera si vous voulez. Mais pour les plus jeunes, typiquement, de toute façon, les plus jeunes, si on prend les adolescents qui mobilisent beaucoup, c'est toujours les grands absents culturels, c'est toujours une fraction de public qu'on n'arrive jamais à attraper. On parle de cinéma, on parle de musique, on parle de ce qu'on veut, c'est toujours les absents, en tout cas ceux qui inquiètent, beaucoup aussi. Avec des inégalités sociales qui sont très fortes, c'est ce que tu disais sur les formes d'identification, mais globalement, c'est pas la période dans laquelle l'éclectisme culturel est le plus fort. On va se refermer sur un type de registre d'écoute qui est très fort, donc on le retrouve là. Et puis surtout, là c'est d'autres enquêtes aussi qui nous montrent, la bibliothèque reste plutôt inscrite comme étant un espace de travail et paradoxalement de calme. On mobilise, et c'est intéressant à dire en 2023, parce qu'on stigmatise beaucoup les jeunes comme étant incapables de se concentrer, les jeunes viennent mobiliser cet équipement-là pour se concentrer et être au calme. Et donc, la musique, c'est pas tellement dans leur représentation, et peut-être moins aujourd'hui qu'hier. Parce qu'effectivement, ils ont d'autres moyens d'écouter cette musique-là. Mais alors, s'il y a bien un truc qu'ils ne vont pas faire, c'est se mettre dans de l'activité, de l'agitation, alors que c'est pas ce dont ils ont a priori besoin. On gardera ça en tête aussi sur ces différences de captation. Donc, les constats partagés, c'est donc la diminution des prêts, diminution des coûts sur place, cette espèce de fixation sur les pratiques des jeunes, dont on n'a pas assez de recul pour savoir si elles sont durables ou si ça peut changer avec l'établissement démographique lorsqu'on se marie, qu'on a des gosses, etc.
Et puis en fait, l'autre problématique, c'est, enfin ce qui se présente comme une problématique, c'est les nouvelles missions qui sont proposées aux bibliothèques et médiathèques, alors que je désigne par ce qu'on avait identifié à Lille comme les anneaux de vitesse sur les pratiques culturelles à Lille, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer une activité avec différentes échelles d'intégration du territoire entre des populations très éloignées et puis celles qui sont au cœur, entre par exemple des classes moyennes supérieurs qui sont déjà des consommateurs de culture, au sens large du terme, voilà, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour les attirer, puisqu'ils viennent spontanément. Et puis d'autres, voilà, il faut faire des efforts, voilà, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est l'intégration interne, et puis la projection de ces populations dans des territoires, dans une échelle de représentation du territoire que vous connaissez tous probablement, avec cette problématique des collectivités locales, d'attirer des gens et de proposer quelque chose une politique de rayonnement, d'attractivité du territoire ou des choses comme ça, et dans lesquelles les établissements culturels, dont les médiathèques, sont un des outils principaux. Donc voilà les contraintes. Et alors, telles qu'elles sont perçues, c'est que, en gros, c'est tout ce qu'on vient de dire, qui étaient des hypothèses issues de l'enquête qualitative, donc dans 6 bibliothèques, mais en gros, là, je vous présente que la question ouverte, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, dans votre bibliothèque, particulièrement dans le domaine de la musique, et c'est à peu près tout ce qu'on vient de dire. D'abord, massivement, c'est l'apparition des plateformes. Alors, c'est les grandes dynamiques qu'on vient d'évoquer autour de la révolution numérique dans le domaine de la musique, mais qui n'est qu'un dernier aspect de quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Alors, soit on désigne les plateformes, soit les changements d'outils de lecture, les changements de pratique d'écoute, c'est-à-dire le fait que on a dit le CD c'est plus pertinent parce qu'il n'y a plus d'outils pour les lire, mais il y a aussi en fait les jeunes ils composent des playlists ils ont des écoutes sélectives, ils prennent les meilleurs morceaux ou les morceaux qu'ils choisissent pour composer des trucs, et c'est eux qui composent leur voilà. Donc c'est ça les changements dans les pratiques d'écoute, et puis surtout mobile, etc. Et puis tout un tas d'autres changements sociodémographiques complètement. Alors c'est drôle parce que des fois on a dit ouais les jeunes, et puis des fois on a dit non, nous, notre problème c'est le vieillissement. Enfin vous voyez, c'est la manière dont on perçoit ces mouvements là entre par exemple Château-Giron, mais je sais pas où chez moi, à Elian en Bretagne. Oui, on va pas percevoir du tout les choses de la même façon. Et alors aussi un truc qui était encore très frais à l'esprit, c'est le Covid et les confinements, les fermetures des établissements, etc. Donc, voilà, vous voyez les faibles pourcentages ici sont liés au fait que c'est une question ouverte, donc la formulation fait qu'il y a beaucoup de dispersion des réponses. Mais c'est ce qui est présent à l'esprit. Mais le Covid, c'était encore très présent à l'esprit de beaucoup de bibliothécaires. Et puis les activités qui avaient été suspendues ou annulées, n'ont pas toujours reprises à ce moment-là, quoi. Après, donc il y avait des impacts. D'emblée, on perçoit ces évolutions aussi par rapport à ce qui a changé dans notre activité. Donc du coup, la diminution des prêts, la diminution des budgets déjà, des herbages, tous ces trucs-là que vous connaissez, et que parfois on appelle redéploiement. C'est-à-dire en gros disparition du service musique et son intégration dans quelque chose d'autre, espace adulte ou jeune, ou bref, ça dépend des cas. Mais c'est intéressant le mot de redéploiement, quoi. Voilà. C'est comme dans la fermeture d'entreprise, on redéploie. Et impact négatif, et quand même beaucoup de choses sur quoi on va parler beaucoup maintenant, c'est toutes les cartes à jouer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire face à ça. Donc les cartes à jouer, c'est essayer de valoriser les collections, c'est faire plus d'actions culturelles en organisant des concerts, showcases ou expositions, accroître et intensifier tout ce qui est animation numérique. On va y revenir, tout ça. Proposer des initiations aux pratiques musicales. On se pose plein de questions autour du vinyle. On va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire, est-ce qu'il faut le refaire ou pas, etc. Et puis chercher des solutions pour partager, pour faire de l'écoute. Voilà. Et puis enfin, tout un tas aussi d'évocations qui ont à voir avec ce que je disais sur la manière de travailler en partenariat, avec des scènes locales, l'intercommunalité et tous ces trucs-là, quoi. Voilà.
Donc, Eh ben, ça se retrouve dans la façon dont les publics perçoivent les mêmes transformations, mais dans leur propre pratique. Donc on leur a posé la question, voilà, durant les 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu des transformations dans vos façons d'écouter de la musique? Si oui, lesquelles? Alors voilà, majoritairement, le fait de s'abonner à une plateforme de streaming ou d'être passé beaucoup à l'écoute de streaming ou l'avoir intégré dans sa pratique. Et l'autre versant qui est d'avoir une diminution de l'achat ou de l'emprunt de CD. Donc, tout ça, ça fait 2/3 des réponses. Voilà. Et puis, c'est très peu, du coup, de réponses qui tiennent vraiment à la façon dont les gens écoutent de la musique. Voilà. Ce qu'ils écoutent, comment ils écoutent, etc. Donc après, on a vraiment les questions sur la transformation. J'écoute plus de musique, j'en écoute moins qu'avant. J'ai eu un enfant, donc c'est bon, ma playlist est détruite. J'écoute des chansons pour enfants où il y a des choses que je ne peux plus écouter parce que j'ai un enfant. Ou des choses qui ont trait vraiment au fait qu'ils se soient mis à la musique, ou qu'ils aient arrêté un instrument de musique, ou qu'ils fassent de la chorale, et tout ça, voilà, 4%. Et puis des transformations qui sont liées au concert. Ouais, voilà. Donc arrêt de concert, pareil, confinement, on va le retrouver, mais que 4%. Hein. Ou au contraire, voilà. Mes enfants sont grands, je ne vais pas à nouveau sortir. Bon. Ces éléments-là, vous voyez que c'est un peu dispersé, mais voilà, donc le gros du discours, évidemment, c'est ce que vous touchez aussi. On le retrouve dans le discours des abonnés. Et c'est pas évident, en fait, quand on pose cette question-là. Qu'on nous dise, voilà, je me suis abonné à une plateforme de streaming, super, mais so what? Si vous écoutez la même chose, en fait, il n'y a pas eu de changement. Non, c'est quand même important de dire oui, je me suis abonné, ou oui, j'ai arrêté le CD. On ne sait pas plus que ça. Si vraiment ça a eu des transformations pour la plupart de nos répondants. Voilà, on va le retrouver de façon différente. Il y a un truc sur la transformation d'écoute des concerts, il faudra certainement qu'on fasse un zoom là-dessus parce que c'est un truc très récent, très nouveau. Les plateformes, alors les plateformes streaming, celles qu'on connaît déjà, mais aussi maintenant Netflix, etc. Enfin, toutes les chaînes aussi en replay, etc. proposent des concerts, etc. Donc la frontière s'ouvre et on va avoir du mal sans doute à savoir quand est-ce qu'on écoute de la musique en fait ou pas. Voilà. Bref. Donc pour résumer, les 3/4 des bibliothèques désignent un changement qu'elles ont perçu, qu'il s'agisse d'une situation, un changement socio-économique sur leur territoire, les caractéristiques de la population, plus de catégories moyennes, moins d'ouvriers, ou le contraire. Appauvrissement, enrichissement, rajeunissement, vieillissement, etc. Mais principalement quand même le changement de cadre institutionnel du territoire, c'est-à-dire on est impacté par la réforme dont on parlait, et puis les comportements culturels. Et pour donc les 2/3, déjà ces changements qui interviennent ont eu un impact en interne sur la définition du projet d'établissement, la réorganisation des services, voire on a fait des travaux, et on va voir que les travaux, je ne sais plus si on va en parler ou pas, parce que... Ah ben si, voilà. On a effectué des travaux, donc alors c'est 39% en moyenne, mais parfois beaucoup plus, et c'est toujours alors pour rendre l'espace plus grand, agrandir, et plus modulable. Et modulable dans l'esprit souvent de pouvoir accueillir des événements. Et parmi les événements, c'est-à-dire des événements qui nécessitent de la place, dont les concerts, mais pas que. C'est pour ça que la question de la musique, elle se pose dans une réflexion qui est plus globale. Donc les travaux, nouveaux projets de services, etc. Et à chaque fois que ce petit tableau ici montre qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement institutionnel dans la définition du territoire, ça a multiplié, en tout cas, ça a plus d'impact sur la façon dont on a fait, si on a fait des travaux ou pas, si on a redéfini son projet de service et si on a réorganisé ses services. Voilà. En tout cas, il y a 40% des établissements interrogés qui nous disent qu'ils ont connu un changement institutionnel. Très souvent, c'est nouveau projet de service ou refaire un projet de service. Et quand même, c'est aussi important, mais c'est quelque chose que vous vivez, la nécessité d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, c'est peut-être intégré pour vous, mais ça veut dire aussi que c'est plus évident pour les collectivités territoriales qu'une bibliothèque, juste on la finance, en fait. Et puis après, les équipes font ce qu'ils veulent. Maintenant, là, ça s'inscrit dans un mouvement plus général de New Public Management, on appelle ça comme ça, de nouvelles façons de gérer les équipements publics avec des
des indicateurs et des systèmes de référence qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on connaissait dans le service public, et qui ont un impact sur la façon qu'on a de déployer des actions, de les penser, peut-être de s'en inquiéter et de mesurer ces impacts. Voilà, on y a contribué à cette réflexion avec Pierre sur la mesure d'impact en général, mais la musique, ça s'inscrit parce qu'il y a ces grands changements dont on a parlé de plateforme, et que du coup on peut vous dire à quoi vous servez finalement. Si les Français écoutent de la musique sur Deezer ou YouTube, quel est l'intérêt de faire ça en bibliothèque? Ou maintenant c'est bon, les Français lisent, quoi. Ça suffit, c'est bon, ils sont alphabétisés. Voilà. C'est quand même ces éléments-là sont importants dans la façon qu'on a de s'en emparer comme étant un moment de ok, c'est super, ça nous permet de nous re-questionner sur notre rôle et donc de proposer un service, un projet de service nouveau, ou alors de le subir. Et là, c'est variable selon les sites, et dans les réponses, ça se sent très très bien. Par exemple, Château-Giron, donc vous vous souvenez, c'est le regroupement de petites communes ex-rurales dans la région de Rennes. A effectué des travaux. Toutes les bibliothèques des 7 communes du réseau ont été refaites à neuf. C'est vraiment de très très beaux établissements. Nouveau projet de service en réseau, puisque là, ce pays a pris une compétence culturelle, dont les bibliothèques. Donc il fonctionne en réseau de façon très dynamique. Il y a des services qui distribuent les ressources entre les bibliothèques. Organisation de concerts entre les 7 bibliothèques des 7 communes. Et puis réorganisation des services, bien sûr, etc., physiquement dans l'espace, et puis aussi dans leur mode de fonctionnement. Montreuil, pareil. Montreuil, dans la région parisienne, Grand Paris. Donc maintenant, c'est plus Montreuil. Montreuil fait partie d'un ensemble Grand Est. Grand Est, non, ça c'est un peu plus encore à l'Est. Mais c'est Est Ensemble. Voilà, le territoire numéro 9. Voilà, et donc du coup, ce nouveau territoire a pris aussi une compétence des bibliothèques. Et donc, il y a maintenant des bibliothèques qui... Alors, Montreuil était déjà un réseau de bibliothèques, mais maintenant c'est un réseau dans un réseau. Avec des politiques transversales aussi, ainsi de suite. Donc voilà, ça change beaucoup. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le domaine de la musique si on ne comprend pas tout ça, quoi. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis maintenant, on va un peu positiver. Enfin, positiver, c'est explorer un peu toutes les expériences qui sont faites par les bibliothèques et médiathèques, alors qu'on a résumé avec Olivier, avec cette expression de musiquer. Alors, pour être tout à fait honnête, avant de me la péter... Donc c'est en lisant Christopher Small, je ne sais pas, vous connaissez un spécialiste de la musique qui a écrit dans la Philharmonique, dans une édition de la musique, un petit bouquin sur musiquer. Mais en fait, il a volé cette expression à un ethnomusicologue français qui s'appelle Denis Rouget, et qui rappelle qu'au XVIIIe siècle, en fait, chez Diderot, etc., on parlait faire de la musique ou partager de la musique, ça s'appelait musiquer. Voilà. Alors musiquer, ça veut dire 2 choses, mais on pourra y revenir si vous voulez. Enfin, en tout cas, cette expression pour nous, c'est... Ce qu'on veut dire, c'est que ça permet de souligner une expérience musicale. Alors une expérience musicale, dans la tradition pragmatiste qui nous inspire, en tout cas, Olivier et moi, c'est un philosophe qui s'appelle John Dewey qui dit une expérience, c'est quelque chose à laquelle on attache à un moment donné une conscience de soi très aiguë. Je ne sais pas si vous connaissez aussi un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin, mais c'est l'idée d'un choc provoqué par exemple par la poésie, et qui est un choc, un événement de conscience où on prend conscience et de soi, mais en relation avec autre chose que soi-même. D'où la pratique, une conscience, c'est pour ça que je dis une conscience relationnelle. Et donc, c'est pas le papier peint, c'est pas le fond sonore dont on parlait tout à l'heure. Et donc rien à voir, évidemment. C'est pour ça qu'on a utilisé juste avant l'expression de flux. Ok, ça, à mon avis, effectivement, c'est comme Weshden ou Nakamura, on ne peut pas lutter contre ça. En revanche, on peut créer de l'arrêt dans le flux en proposant une expérience musicale. Et cette expérience musicale, à laquelle on va... c'est une notion aussi importante qu'il faudra qu'on développe, et si elle n'est pas claire, vous nous poserez des questions là-dessus, sur l'attention. Capter l'attention pour réaliser une conscience et de soi et d'autrui. Voilà. C'est ce qui se passe dans l'expérience musicale, l'expérience de l'art en général et de l'expérience musicale. Et puis qui peut prendre des formes multiples, et ça c'est quand même beaucoup plus particulier à la musique. C'est-à-dire que c'est, alors comme dit Small, c'est en écouter, en jouer, en répéter, pratiquer, fournissant un matériau des compositeurs, pas beaucoup dans nos bibliothèques, mais enfin pourquoi pas,
Enfin si, en musique assistée par ordinateur, les jeunes ils composent rapidement. Et en dansant, je ne sais pas si on danse encore beaucoup, même si Claire a évoqué les rêves partis, mais en tout cas il y a plein d'autres manières. Pour prendre le contrepoint de ça, quand on vous parlait des publics jeunes qui viennent à la bibliothèque pour travailler dans le calme, là c'est une expérience qui est très assise depuis longtemps dans vos établissements. Alors parfois contre lesquels vous luttez, c'est bon, on n'est pas là à faire se taire les publics et les faire se chuchoter, mais pour beaucoup de vos publics, ça c'est quelque chose qui est très clair. Cette expérience du silence et d'être à soi en train de lire ou de travailler, c'est quelque chose qui est très routinisé. Un espace de silence qu'on peut dire assez précieux dans un monde dans lequel il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels on ne subit pas une forme d'excitation, etc. Oui. Oui, je voulais échanger sur cette vision. Je sais pas, par exemple, pour dire la musique, c'est dans une vision très académique, je trouve, que vous l'avez étudiée, puisque là, je pense par exemple à tout ce qu'on peut faire autour de la danse et des jeux vidéo, avec Just Dance, enfin le fait de jouer aussi avec des applications sur tablette, à créer de la musique sans avoir un dispositif de musique MAO, par exemple. Et puis cette vision aussi un petit peu vieillissante de la question du silence. Il me semble qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des questions d'espace, de zone, enfin plutôt d'espace, je préfère le nom d'espace. Et notamment, on a des espaces images et sons, ou des espaces de travail. On travaille vraiment en question d'espace et d'aménagement. C'est long pour que ce soit identifié par les publics. Mais voilà, je trouve que... Il y a des choses. Loin de moi l'idée de vous dire que ce n'est pas quelque chose que vous travaillez. C'est quelque chose qui est appréhendé par certains de vos publics avec des qualités de silence ou de concentration qui sont différents, et c'est une expérience. La question dont on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'expérience musicale en bibliothèque, du coup, dans ce travail-là qui est fait, qui mobilise des dispositifs et un travail en salle pour avoir une qualité de silence ou de concentration qui est variable. Voilà. Ça, c'est évidemment une vraie question. Et donc, c'est pas que le silence monolithique, le chuchotement et tout ça, c'est effectivement travaillé. Là, et quand on ne se méprenne pas, la musique telle qu'on l'entend là, l'expérience musicale, elle est investie de façon très différente. Il y a des siestes, il y a des balades sonores. On va détailler c'est ça. Pas que la musique au sens concert. C'est vrai que la citation, c'est Christopher Small qui parle du point de vue de la philharmonie. Voilà. Mais je mets la citation, mais évidemment, ça, c'est tout à fait autre chose. Nicolas Clément, Bibliothèque de Bordeaux. Non, pour rebondir sur justement cette notion de silence, c'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que paradoxalement, longtemps les bibliothèques qui se sont mis à sonoriser leurs espaces étaient mal vues, surtout dans cette idée d'espace, quand on est dans des bibliothèques avec des étages et des espaces ouverts. Alors ce qui est rigolo aujourd'hui, depuis quelques temps, on est en train de le voir, on a développé une offre ludique auprès des jeunes publics et des adultes. Donc ça peut être effectivement du jeu d'ordinateur sur écran, et ça peut être du jeu classique de jeu de table. Et en fait, les collègues du service musique qui pourtant sonorisent l'espace se plaignent de ne plus entendre la musique, tellement il y a du bruit à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces notions, comme vous dites, elles sont toujours présentes, mais elles ne sont plus forcément associées non plus qu'à la musique. Elles peuvent maintenant dévier sur d'autres types de pratiques. Et c'est toujours la question, il faut toujours veiller à ce qu'une pratique n'en chasse pas une autre. Et ce qui est paradoxal, c'est que le fait que la musique elle longtemps est associée à du bruit sonore, là du coup on le retrouve en pleine face parce que c'est les collègues eux-mêmes qui disent qu'ils ne s'entendent plus, quoi. Bon, ça fait évidemment partie de ce qu'on va traduire tout à l'heure en termes de ligne de force, ligne de fuite. C'est une partie des tensions. Mais en partie, la question des travaux, c'est une de ces dimensions. Comment on va créer un espace dans lequel on va pouvoir faire une chose ainsi que son contraire. Donc la corde est un peu raide pour essayer de réaliser ça. Je me permets un petit commentaire. Comme on parle de musique, on a les mêmes questions selon les esthétiques musicales, avec des codes sociaux qui sont très différents si vous allez dans une maison d'orchestre ou d'opéra et si vous allez dans une SMAC, une scène de musique actuelle. D'un côté, on a des publics qui vont s'excuser de tousser, parce que
Ouais. C'est le silence est maître, l'écoute, le respect à l'artiste. Une conception très 19e, hein, parce que d'ailleurs, jusqu'à Mozart, au poulailler, à l'opéra, on mangeait, on discutait, etc. Et puis, dans une scène de musique actuelle, on entre, on sort, on va chercher une bière. Et pourtant, dans les deux cas, on a un public qui adhère à ce qu'il vient écouter, ce qu'il vient consommer. Donc en fait, cette question, elle est très transversale, évidemment dans le domaine de la lecture publique, mais également dans d'autres secteurs culturels. Donc musiquer, ça peut prendre des formes très différentes. Probablement qu'elles peuvent interagir entre elles de façon pas négative, mais enfin générer des frictions. Mais en tout cas, il y a 3 axes d'action alors que nous proposons pour faire ressortir la diversité de ce que tout le monde fait et qu'on peut ici que effleurer. Voilà. Donc le premier des axes, c'est la patrimonialisation de ce qu'on a déjà. Le deuxième, c'est essayer d'accompagner vers ça. Et puis la troisième, c'est créer des événements pour faire venir. Donc, alors, la patrimonialisation, ça renvoie principalement à 2 idées. C'est d'abord, il y a des fonds. Et alors, dans ces fonds, il y a des pépites, des trésors, etc. Et qu'il faut essayer de les documenter mieux. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à... par exemple, contrairement à une pratique qui semble assez répandue de désherber, de gagner de la place, etc., parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va mettre le plus possible de supports en libre service, etc., accessibles, ce qui suppose des nouveaux mobiliers, des nouvelles manières d'indiquer ce que l'on observe, etc. Ça, c'est bien connu. C'est pas toujours. Enfin, il faut avoir des fonds importants pour que ça ait du sens. Et puis des fonds peut-être pas en général importants, mais dans un domaine particulier. Voilà. Quand on dit patrimonialisation, on est bien d'accord que c'est pas du musée. Oui. C'est pas classer ça et puis l'oublier, mais c'est rendre vivant des choses qui sont à la fois perçues comme étant dans l'environnement local, qu'on cherche à documenter et à rendre accessible, puis aussi en garder la mémoire. Voilà, dire c'est quoi le patrimoine rock de la Franche-Comté. Et puis, je sais que c'est hyper important, il n'y a pas que TFN, mais voilà. Donc il y a un territoire particulier à Dole et dans ses environs, par exemple. Comment on fait pour le valoriser, le montrer via des expos, via différents des playlists, etc. Et puis se dire tiens, c'est quoi les filiations entre la scène actuelle et puis éventuellement ce qui existait sur ce territoire. Pareil sur évidemment Gironde Music Box et Musique en contre. Cette patrimonialisation, donc au-delà des fonds de CD, de disques, de vinyle ou de de trucs de support qu'on a, c'est effectivement la numérisation. Beaucoup d'expériences, plusieurs expériences sont tentées et donc on en parlera en fin d'après-midi, c'est ça, dans l'après-midi. Mais donc il y a Montreuil, une initiative vraiment dans la commune qui consiste à essayer de valoriser le patrimoine artistique, musical, contemporain à Montreuil. Territoire hyper doté en la matière. Beaucoup des artistes, etc., s'installent à Montreuil parce que c'est moins cher qu'à Paris et que du coup, il y a une scène, beaucoup d'artistes qui s'installent à Montreuil. C'est un des aspects de la gentrification. Tu veux parler de Gironde ? Ils vont en parler tout à l'heure. Oui, d'accord. Non ? Ouais. Alors, à chaque fois, ce qui est assez intéressant, c'est que Zik à Montreuil, c'est Montreuil. Gironde Music Box, c'est le département. Avec... Ouais. Et puis et Sonothèque, c'est la région des deux Normandies maintenant. Donc il y a des initiatives à différents niveaux en tout cas. Alors pour faire, c'est selon soit découvrir des artistes locaux, donc documenter la scène locale, documenter en termes de ce qu'ils font, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils produisent, etc. Et puis, au-delà des artistes, c'est toute la chaîne de coopération qui constitue le monde de la musique locale. C'est-à-dire où est-ce qu'on produit, c'est quoi les labels, c'est quoi les lieux de pratique, les lieux de... tout ça. Et puis, les scènes où on peut se produire et ainsi de suite. Et puis, essayer, tant que c'est possible, de rendre accessible l'écoute de tout ça, le compte et la vision de ça aussi maintenant. Donc ça, c'est la patrimonialisation. Les médiations, c'est accompagner vers la découverte de tous ces trésors locaux qu'on a soit dans ces fonds, soit dans ces plateformes numériques.
Donc accompagner les parcours, alors là je ne sais pas si on peut rendre compte de l'extraordinaire diversité du truc, quoi. Enfin, c'est entre Montreuil qui a des collections énormes et qui propose des thèmes comme ça selon les semaines, ou bien que les gens à la demandent à parcourir les collections. Enfin ouais, on explore tous les possibles. Travailler l'expérience de l'écoute, on peut proposer, alors on en a un peu parlé tout à l'heure avec les siestes, etc. Mais alors l'écoute collective ou individuelle, alors les collectives, les concerts, alors, qui sont souvent des showcases, c'est-à-dire un artiste local qu'on va faire venir et qui va proposer quelque chose au vivo, en live. Mais ça peut être, alors, on a balade sonore, sieste musicale, j'ai probablement oublié un terme, mais voilà. Se mettre, alors on a dit tout à l'heure par casque. Il y a eu ça, enfin on a observé ça pas mal de fois, à Château-Giron aussi, par exemple. Oui, on écoute de la musique, il y a les gens en train de lire, etc. Puis les autres sont en train de partager une expérience musicale. Alors soit un DJ qui est en train de faire un truc, un mix en ce moment, soit c'est une personnalité qui fait découvrir, je sais pas quoi, son parcours musical, enfin des trucs, toutes sortes d'expériences. Et puis ça peut être aussi des ambiances relaxantes ou des trucs comme ça, liés à quelque chose qui a à voir sans doute avec la notion de bien-être. Et puis individuellement, c'est-à-dire oui, on peut prendre rendez-vous et avoir un parcours d'écoute voilà, dans les collections et ainsi de suite. Et dans les médiations, il y a, alors c'est ici qu'on peut parler de favoriser la pratique musicale. Alors l'idée c'est que effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a souvent des scènes, il y a souvent des écoles de musique, il y a des conservatoires, etc. alentour, et que la bibliothèque n'est pas forcément la mieux placée pour donner des cours de musique. Mais par contre, c'est un lieu où se croisent pas mal de gens, où il y a possibilité d'organiser des ateliers d'initiation découverte parmi les autres solutions qui sont proposées localement. Et voilà, Ladyland Laboratoire, le petit studio qui est à Montreuil. Il y a une réflexion ça aussi dans plusieurs autres établissements. Non, mais voilà. Après, sur l'écoute sur place, voilà, comme vous le savez, on vous en parlerait sans doute tout à l'heure aussi, beaucoup de bornes d'écoute différentes, avec des dispositifs qui ne sont pas les mêmes, des esthétiques musicales qu'on cherche à faire découvrir, typiquement la musique libre sur Internet, avec des formats et des durées plus longues. Voilà. Donc des questionnements sur qu'est-ce qu'on propose à l'écoute et qu'est-ce que c'est qu'écouter en bibliothèque, et en quoi c'est différent d'écouter ça chez soi ou je sais pas, à la FNAC. Donc des réflexions, des dispositifs, des propositions très variées, certaines qui n'ont pas été pérennisées. Et là, on est dans un moment de réflexion qui est assez intense sur ces questions-là. Peut-être ça retombe un peu avec le Covid. Donc peut-être il faudra en remettre un coup. Je sais pas. Donc après, valorisation, c'est animé, programmé, relayé dans les playlists numériques, l'animation numérique, commenter, créer communauté autour de l'activité musicale et de tout ce qui se produit dans le domaine. Bon, on peut revenir là-dessus, mais il faut qu'on aille vite à l'élargissement du répertoire. C'est-à-dire que voilà, ces possibilités d'activité, en fait, quand notre enquête, elle permet de valider un petit peu aussi, pas un petit peu, complètement, ces différentes possibilités. Voilà tout ce que font les bibliothèques en matière de musique, entre le prêt de livres, le prêt de livres audio, le prêt de CD, jusqu'au prêt d'instruments. Vous voyez un peu l'étendue des activités. Alors peut-être pour simplifier un peu les choses... Ah, pardon. Alors du côté Pardon. des usagers, voilà, évidemment, on va retrouver, puisque vous avez des dispositifs, on va retrouver des publics qui vont développer une réponse par rapport à ces dispositifs-là. Bon, donc 47% de notre échantillon redressé déclarent avoir emprunté des CD durant les 12 derniers mois. 23% participent à des concerts. Je vous ai mis sur le côté, parce que ce n'était pas la même forme de question. 20% ont écouté de la musique sur place. Alors, ça veut dire que 80% n'ont pas écouté de musique sur place aussi. 24% notent des noms de groupes, d'artistes ou d'albums. Voilà, donc il y a des offres et puis on note. On découvre un artiste local ou un groupe, j'ai mis artiste, mais c'est artistes groupes locaux. Donc par rapport à tout ce travail-là sur la scène locale, c'est pas neutre. 35% ont fait une écoute musicale marquante. Je me souviens, alors là c'est ce moment-là dont tu parlais qui est vraiment musiqué, quel que soit le dispositif, quelle que soit la forme, je me souviens avoir quand même, alors là c'était pas sur l'année, mais je me souviens avoir fait une découverte marquante en bibliothèque. Plus d'un tiers. Voilà.
puis après, je vous laisserai rentrer dans le détail. Mais voilà, alors, l'empreinte CD, l'empreinte vinyle, c'est 4%. Bon. Mais donc des formes très variées et du coup des pratiques qui sont assez dispersées. Mais le CD reste important parce que c'est une offre qui reste structurée. Donc, pour ce qui est de l'activité des médiathèques, j'ai fait ce qu'on appelle une classification qui permet d'identifier ce que j'appelle les répertoires types. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les activités qui vont souvent les unes avec les autres. Et alors, c'est assez intéressant parce que alors, ce que j'appelle le service commun, c'est les 17% de médiathèques, bibliothèques, médiathèques, qui font les 3 services les plus répandus, c'est-à-dire, vous voyez, 93 et 86, près de livres audio, près de CD, et près de livres sur la musique. Le service commun, c'est ce que proposent toutes les bibliothèques, en gros. Alors, c'est pour ça que mes répertoires types aussi sont emboîtés les uns dans les autres. Parce que le plus avancé, là, à droite, l'initiation à la pratique, c'est des bibliothèques qui font les 3 autres. Voilà. Donc, à chaque fois, on a un service commun et puis on élargit son activité. Alors, premièrement, à l'écoute partagée. C'est-à-dire qu'on propose des concerts ou des différentes formes d'écoute partagée, comme son nom l'indique. Donc 14%. 36%, c'est l'écoute médiée, c'est-à-dire c'est le service commun, l'écoute partagée, et on essaye d'ajouter des dispositifs d'écoute sur place, d'écoute médiée. Médiés par des dispositifs sociotechniques, alors que ça soit sur place, mais aussi à domicile, plateforme, ou etc., empreinte, ce truc-là. Et puis, l'initiation à la pratique, c'est un peu le truc qui un peu l'aboutissement de cette évolution des répertoires. C'est quand même pas rien, quoi. Les 2/3 ont des activités extrêmement variées, parmi les répondants à notre enquête. Donc, le répertoire de l'action va se diversifiant. Il va aussi s'intensifiant, c'est-à-dire qu'avec cette typologie montre que plus on va vers la droite, en quelque sorte, plus on développe les activités dans différents domaines. Dans le service commun, on organise peu ou pas d'événements. Ça peut arriver, mais c'est voilà. L'écoute partagée, il y a des sessions d'écoute et des concerts, bien sûr. Dans l'écoute médiée, il y a aussi, on ajoute souvent des expositions. Et puis l'initiation à la pratique, on fait un peu de tout, quoi. Enfin, c'est même pas un peu de tout, parce que c'est 67%, les 2/3 font des concerts. Voilà. Donc, diversification, intensification. Intensification, et c'est pour ça qu'il faut tout de suite noter qu'en fait cette typologie, elle s'explique en grande partie par la taille du territoire dans lequel on est implanté. C'est-à-dire, pour le dire peut-être un peu sommairement, mais plus on est sur un territoire grand, plus on a les possibilités de diversifier et d'intensifier son activité. Alors c'est vrai en grande partie, mais regardez une initiation à la pratique, vous vous souvenez, c'est 36%, ou 33, je ne me rappelle plus, mais enfin ça ne veut rien dire, 33 ou 36 c'est pareil. Il y a 58%, donc elles font toutes et elles font beaucoup de choses. Donc, et on voit bien que c'est dans ces médiathèques-là que la part des plus grands territoires est la plus importante. 13% sont implantés dans des territoires de 50 000 habitants, dans des territoires de 50 000 habitants. Okay. Donc vous avez vu, voilà. Mais regardez, il y a 58% aussi de ces bibliothèques qui font tout, qui sont sur des territoires qui comportent moins de 5 000 habitants. Donc la taille n'est pas le seul critère. Voyez. Alors ce que j'appelle les bibliothèques investies dans les petits territoires. Petit territoire, ça veut dire, alors, en regardant, mais alors là, nominativement, c'est-à-dire qui a répondu et qui répond à ce truc-là, on a des médiathèques ou des bibliothèques médiathèques qui font partie de réseaux sur des grandes communes, mais un petit territoire dans la grande commune ou réseau de communes. Et puis on a des communes, des bibliothèques dans des territoires ruraux, dans les Hautes-Alpes ou des choses comme ça près de chez nous. Donc, alors, ces petites bibliothèques, c'est pas les petites bibliothèques investies dans les territoires, c'est des bibliothèques investies dans les petits territoires. Voilà. Et elles font énormément de choses. En fait, elles font au moins 7 actions. En gros, c'est des c'est des bibliothèques, souvent en réseau, et qui, en fait, sont devenues des pôles culturels multidisciplinaires, multipolyvalents sur un petit territoire. Voilà. Et qui font tout.
Et alors, parmi les facteurs qu'on peut identifier, donc la taille, le machin, enfin tous ces trucs-là, il y a le budget, tout ça, mais enfin, ouais. Mais vous vous souvenez, je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'un changement qu'on avait perçu et qu'est-ce qu'on en avait tiré comme transformation, changement de service, etc. À chaque fois qu'il y a une transformation du service, du territoire ou d'un truc comme ça, évidemment, la propension à développer les activités est la plus importante. Ouais. Donc en fait, c'est bien cet changement de rôle sur le territoire, et notamment qu'on perçoit ici à travers le rôle de la musique, mais on aurait pu le percevoir sans doute à travers les autres rôles dans les autres domaines, etc. Mais il est... enfin, peut-être pas déterminé, mais enfin, il a un rapport avec une proposition qui est faite par les collectivités. Tu dis effectivement des changements perçus. Perçus, ouais. C'est pas forcément qu'il y a eu des changements plus qu'ailleurs, mais ça se traduit par le développement de la perception d'enjeux et donc des actions qui prennent du sens. On le fait parce qu'on a le sentiment qu'il faut le faire. Voilà. C'est aussi important dans le développement des actions, dans le déploiement des actions. Ouais. Ou qu'on nous invite plus ou moins fortement à le faire. Voilà. Donc alors, ligne de force et ligne de fuite, c'est-à-dire ligne de force, c'est donc ce qui nous met sous contrainte, ce par quoi on est objectifié. Et puis subjectivation, au contraire, c'est le contraire, à partir de quoi on fait quelque chose, on a un nouveau projet, de nouvelles envies, etc. Donc les contraintes, alors c'est d'abord, on a été frappé avec Olivier, surtout après la phase qualitative, de voir les tensions. Tensions au sens large du terme. Mais oui, il y a une bibliothèque, c'est un lieu qui est à la fois, enfin, qui parfois, enfin, en tout cas dans le domaine de la musique, se pose en termes de, il faut être de plus en plus spécialisé. Il faut être pertinent, c'est un monde complexe, etc. Et donc, c'est pas simplement recevoir des trucs, les étiqueter et puis les ranger dans des bacs, quoi. Enfin, c'est pas ça. C'est plus ça. Mais en même temps, est-ce que c'est encore de la bibliothèque dans ce cas, vous voyez? Donc, tension ici. Est-ce qu'on investit, oui, beaucoup sur le territoire local? Il s'agit d'intégrer des gens, des populations, voire des communautés, hein, parfois, voilà. Ou bien est-ce qu'on est dans un truc glamour qui sert à attirer du public de l'extérieur? Est-ce qu'on n'est pas un outil de marketing territorial? Si on développe une expertise sur les musiques libres sur Internet, est-ce qu'on est dans le local ou est-ce qu'on est dans le global? Est-ce qu'on a une réflexion pour l'ensemble de la communauté des bibliothèques? Ou est-ce qu'on fait le job pour son propre territoire qui est peut-être plus distant de ces questions-là? Donc à partir du moment où on devient spécialisé, qu'on développe des compétences très fortes pour organiser du concert, effectivement comprendre un peu les enjeux techniques et de droit, voilà, ça amène souvent à avoir une réflexion qui est plus tout à fait alignée sur celle du territoire, pas qu'il le dépasse. Du coup, est-ce que c'est rarement, on a rarement entendu dans les entretiens ou dans les échanges, on me laisse pas faire, mon directeur ou mon élu me laissera pas faire. Mais c'est une question qui se pose éthique, quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là je suis encore sur mes enjeux de territoire ou est-ce que je suis sur autre chose? Voilà. Beaucoup de problèmes de désorganisation perçus, possibles, etc. On a le travail routinier de classer, organiser, etc. Et puis quelque chose qui consiste à faire le contraire, c'est à provoquer du désordre, organiser un concert, laisser les gosses se promener, etc. Ordre, désordre. On a eu souvent aussi le fait de dire, tiens, on a moins de CD, mais alors c'est super parce qu'on est libéré du gros travail que ça représentait, de désherbage et puis de gestion de ce truc-là pour être dans le désordre, effectivement, et pouvoir organiser plus d'événements. Des tensions aussi entre l'écoute des besoins individuels, mais ça c'est vrai aussi pour le livre, hein, sur des gens qui viennent, posent des questions, qui veulent chercher un truc perso, ils veulent une recommandation personnelle, etc. Et puis des prescriptions, c'est plutôt la bibliothèque qui dit, qui propose des choses dans le domaine d'exposition. Et puis les dispositifs, l'identification des dispositifs qu'on va essayer de mettre en place pour accompagner individuellement ou bien proposer des actions collectives. En sachant que souvent les publics qui sont les plus engagés dans les dispositifs musicaux sont déjà souvent des experts. Typiquement l'homme d'une quarantaine d'années, musicien hyper expert qui a des demandes très précises et que c'est agréable, avec qui c'est agréable d'itérer, de répondre à ses besoins, ses demandes et tout ça. Ou est-ce qu'on se détache de ça pour aller vers un projet qui est plus collectif et d'aller chercher des publics plus éloignés, mais dont on ne sait pas s'ils viendront. Voilà.
Donc ce type de tension est assez classique. La construction de ressources. Alors, ces différentes tensions, il faudrait les mettre au regard des ressources dont on dispose localement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Les moyens, alors, oui, économiques, mais pas que. Des partenariats, est-ce qu'il y a la bibliothèque départementale de l'Eure est bien embêtée. Parce que il y a à Paris, il y a la Sonothèque régionale, etc., qui propose des ressources, une plateforme, mais localement, il y a un désert musical, quoi. Et donc l'idée, c'est que comment on fait pour identifier où est-ce qu'il y a une ressource locale dont on pourrait se servir et qui pourrait, en tout cas, aider à valoriser le projet, et puis que les bibliothèques pourraient valoriser. Voilà. Alors ça se fait, hein, on trouve des artistes locaux, etc., mais c'est moins évident qu'à Montreuil. Donc toutes ces tensions, il faudrait détailler tout ça, mais on peut en parler dans 5 minutes parce qu'il faut qu'on arrête. Les inégalités territoriales. Et puis les projets aussi qui sont parfois perçus en termes de nouvelle instrumentalisation par les collectivités. Est-ce qu'on fait encore notre métier? Est-ce qu'on ne fait pas un truc pour faire joli, pour répondre à une problématique de rayonnement du territoire? Mais finalement, la bibliothèque, c'est un truc pour attraper des gens. Un certain type de public. Voilà. Donc, alors dans ces tensions, il y a dans l'enquête des trucs hyper intéressants sur le temps, par exemple. Et on voit que plus on a des personnels spécialisés, etc., qui peuvent dédier tout leur temps de travail à la musique, plus ça marche, évidemment, plus on développe les activités. Donc c'est un peu un truisme, mais il faut quand même le souligner. D'autre part, que la plupart, dans ma typologie là, des activités, évidemment, si les personnels en charge du secteur musique sont de musiciens ou ont subi, oui, des formations, évidemment, ça marche aussi beaucoup mieux. Ce qui n'est évidemment pas le cas, vous voyez. Et puis, pareil sur la formation continue. Alors, ce qui était très intéressant sur la formation musicale, sur la formation continue plutôt, c'était les différents domaines dans lesquels ça peut avoir... elle a lieu, ces formations, et elle concerne principalement la médiation à la musique. On ne sait pas trop comment faire pour rapprocher les publics de la musique, et en particulier compte tenu de la diversité des genres. Mais il y a aussi les conditions d'accueil des publics, beaucoup de problèmes qui sont liés à la notion de bruit, la notion de droit pour organiser des concerts ou des choses comme ça, et qui génèrent des après, avec des tensions de reconnaissance professionnelle entre la gestion des collections et la médiation au public, entre le fait de se former sur la musique ou sur des collections qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, encore perçues comme étant plus légitimes ou pas. Et ça dépend. Est-ce qu'on a fait autre chose avant, ou est-ce qu'on a eu une formation et un parcours uniquement de bibliothécaire? Toutes ces questions-là se retrouvent aussi à chaque fois sur des trajectoires comme étant des éléments de reconnaissance qui permettent d'avoir des actions qui sont jugées comme étant légitimes ou pas. Et pour le dire clairement, le fait d'être un bibliothécaire qui se spécialise dans la musique, c'est pas forcément toujours le meilleur choix de carrière, même en 2023. Et peut-être encore plus avec les questions qui se posent aujourd'hui sur la place de la musique en bibliothèque. Pourtant, c'est des gens qui se forment, qui sont réflexifs, qui déploient des actions. Voilà. Donc ces questions-là, on les élude pas non plus, on les touche bien sur ces questions qui sont liées à la formation. Ouais. Dans la bibliothèque départementale de l'Eure, celle qui s'occupe de tout ce qui est formation, organisation des concerts, etc., n'est pas du tout bibliothécaire. C'était une personne qui était chargée, une secrétaire administrative, chargée du conseil du CHSCT, et qui, parce qu'elle a un goût particulier sur la scène musicale très locale, etc., est devenue l'experte. Vous voyez, et du coup, la bibliothécaire qui, elle, reçoit, étiquette les CD ou les trucs comme ça, ne joue aucun rôle du tout dans ce domaine-là. Donc là, une tension entre deux personnes dans une même institution. Parfois même les tensions dans la même personne. Ouais. Parce que c'est super de faire plein de choses, mais on est quand même bibliothécaire, il faut quand même documenter. Donc il faut le faire sérieusement aussi. Donc il y a des tensions aussi sur l'éthique professionnelle de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait du concert, est-ce que c'est notre rôle? Ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt être un peu sérieux, faire ça bien, documenter correctement? Donc c'est moins aussi rentable en termes de visibilité dans l'activité professionnelle. Compliqué.
Donc si on peut essayer de définir une stratégie, subjectivation, ligne de fuite, c'est qu'est-ce que ça permet de devenir? C'est quelque chose qu'il y a entre le back-office et le front-office, entre ce qu'il y a au fond, dans les fonds, etc. Et puis ce qu'on va essayer de valoriser à l'extérieur, en animant, et pour faire vivre une expérience, parce qu'il faudrait parler de l'efficacité propre de la musique. En continuant de chercher le sens de l'action classique des bibliothécaires, c'est-à-dire à quoi ça sert de faire de la musique pour les bibliothécaires. Alors c'est soit pour attirer des nouveaux publics, changer l'image, élargir les goûts et perceptions des publics, favoriser le lien, parfois c'est... Alors, favoriser le lien, et puis en dernier mot, continuer d'avoir une activité culturelle. Cette typologie est très discutable, parce que le culturel, le social, tout ça, c'est pas... Voilà. Mais... Et donc ça se combine de façon très très différente selon les bibliothèques, mais encore une fois, c'est cumulatif. C'est-à-dire que plus on fait des choses, plus on vise des choses différentes. Et quand on arrive à faire des choses différentes, on arrive à atteindre des objectifs différents, à condition d'en avoir les moyens, comme on l'a souligné tout à l'heure. Voilà. Donc la dernière ligne de fuite, c'est ce qui se passe dans la musique, et qualitativement, il faudra qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on organise un concert, etc. Et là, il y a une expérience qualitative qui est tout à fait... quelqu'un a justement dit, voilà ce qui se passe quand on organise un concert, c'est qu'on fait vivre une expérience à des gens ensemble, et ils ont plus le sentiment, parfois, même si c'est éphémère, de vivre un truc, une communauté, à un moment donné, faire public, en tout cas à un moment donné. Donc l'intensité esthétique de la rencontre vivante dans la musique, c'est quelque chose qui est une carte à jouer importante pour la musique. Aussi importante, en tout cas pour la construction de soi et des identifications, comme on l'a vu pour le livre, comme par exemple Michel Petit qui dit la construction de soi et la lecture, ou des choses comme ça, c'est pareil pour la musique. Et puis le lien à autrui, qu'il soit générationnel, communautaire, etc. Voilà, c'est quelque chose qui... Et puis, le rôle des mémoires, aussi individuelles et collectives, que l'on met en partage. La mémoire, c'est parce qu'il faudra peut-être évoquer brièvement quelques actions qui sont menées auprès des personnes âgées, par exemple, et le rôle que joue la musique dans la mémoire, y compris des personnes qui sont les plus défaillantes dans la mémoire. C'est incroyable que les gens peuvent avoir tout oublié, mais pas une musique de leur enfance ou de leur jeunesse. C'est incroyable. Bref. Donc, pour finir, voilà quelques sujets de réflexion, mais je crois que surtout qu'on va essayer de consacrer... Désolé, on a un peu débordé. Mais... Merci beaucoup. Moi, je voulais attirer l'attention sur la question des publics, des habitants, la participation des habitants, la question des droits culturels notamment, qui ne me semble pas forcément soulignée. Alors moi je viens du spectacle vivant, je suis depuis peu en médiathèque, et c'est ce qui me marque, c'est mon étonnement, c'est qu'il y a très peu de choses tournées vers les publics et les attentes des publics. Alors moi du coup en tant que bibliothécaire musique, mais pas que, puisque avec tous ces constats, en tant que bibliothécaire musique, on est de plus en plus tourné vers le numérique, donc musique, numérique, images. Voilà, donc cinéma aussi. Donc je pense qu'il y a une notion de transversalité aussi qui est essentielle, et qui fait que oui, cette notion d'expérience est importante, mais avec les publics, et cette capacité aussi à les mobiliser, mais de manière pas forcément pérenne. On n'est pas sur des notions d'usagers, par exemple, on est sur des notions d'habitants, certains disaient séjourneurs, mais pourquoi les catégoriser, voilà, c'est l'idée de faire avec. Voilà. Donc cette importance d'appliquer les droits culturels aussi en médiathèque, et ça c'est nouveau. C'est nouveau dans nos métiers, et il y a tellement de nouveautés en même temps que c'est important de créer des passerelles, des liens. Voilà. On le retrouve à la fois ce qu'on a désigné là, sur la visée des publics et la visée du lien social, la question d'empowerment, d'une
d'une définition de ce que c'est que la communauté dans laquelle on s'inscrit, et des notions d'ailleurs qui sont intéressantes, qui sont mobilisées avec d'autres référentiels que le référentiel de lecture publique française, plutôt des choses qui viennent des États-Unis, une aspiration de voilà, le fait qu'on ait un équipement, on s'adresse à une communauté. Et c'est intéressant pour moi, enfin, c'est un peu ce qu'on discute aussi, c'est qu'il y a d'autres référentiels de la façon qu'on a de déployer un service, et paradoxalement, qui sont de même nature, on va dire un peu libérale, que des choses qui sont dénoncées comme étant une façon d'imposer le fait de devoir déployer un projet de service qui est plus efficace et qui rompt avec une forme traditionnelle d'action publique, on va dire. Et ça, c'est aussi intéressant, le fait qu'on dise on n'a pas de public, on les mobilise à un moment différemment, selon notre communauté, selon ce qu'on a envie de faire, c'est du projet, on va dire. Et c'est aussi quelque chose que les sociologues définissent comme étant une technique de management. Et c'est très intéressant de voir qu'on a des mots qui sont des mots qu'on va retrouver dans les coachings. Alors moi, en plus, j'enseigne à l'IAE, donc j'ai vraiment des collègues en management. C'est très, très intéressant de voir qu'il y a une perméabilité qui est très grande et que parfois, avec des intentions qui sont des intentions sociales, on va remobiliser des catégories de pensée qui sont celles de l'entreprise, en fait. Voilà. Et donc, ce que vous dites est tout à fait ça. C'est tout à fait des usagers. On ne développe plus un service au public qui est fait pour s'adresser à des citoyens et voilà, on va déployer un service et puis on va faire en sorte que voilà, ça soit démocratisé et que on augmente le niveau culturel de la nation, on va dire. C'est un plus référentiel, c'en est un autre, plus proche, et avec du coup des techniques qui viennent des choses que j'enseigne aussi, le design, et donc des techniques qui mobilisent vraiment autre chose, en tout cas d'autres visions que la lecture publique, avec des résultats qui peuvent être bien aussi, je ne sais pas, mais voilà. Et ça, dans des établissements, avec des équipes et parfois même des personnes qui vont être tiraillées entre plusieurs définitions de l'action. Et c'est ça qui est compliqué. Vous traversez une période qui est très intéressante et peut-être un peu douloureuse de quête de sens. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les enjeux auxquels on se colle ? Quel sens ça a pour moi ? Et là, ce qu'on mesure bien au travers de la musique, c'est que c'est tiraillé avec des espaces de définition très différents, quoi, très hétérogènes, et qui sont plus clairs, c'est plus routinisé, au sens où c'était évident qu'on sert à ça. C'est évident. De toute façon, les Français sont nuls en musique, c'est bon, il y a tout à faire parce qu'ils n'écoutent pas bien. Là, c'est plus possible de se poser ces questions-là. Donc c'est à chaque fois redéfini pour chaque action. Moi, j'aurais une question par rapport à, non pas à la visée de l'enquête, mais par rapport à un postulat de départ qui était celui de partir du changement technologique dans la manière dont les nouvelles formes d'écoute sont apparues et qui, de fait, ont enclenché une baisse de l'emprunt des CD en bibliothèque, puisque c'est effectivement une des activités premières des bibliothèques de prêt de CD. Mais je pense qu'en se plaçant du point de vue de comment se fait la musique aujourd'hui, la question du territoire devient essentielle. Alors je ne veux pas devancer ce qu'on va dire tout à l'heure avec Sylvette, mais je le place aussi là parce que ça donne une portée différente à votre conclusion, au sens où que si on se rend compte qu'aujourd'hui on a une professionnalisation depuis 30 ans, avec les écoles de musique, etc., des musiciens, qu'aujourd'hui être musicien c'est aussi être présent sur YouTube, de mettre en scène sa musique et pas uniquement la jouer. On s'est rendu compte, nous, en pratiquant ça, qu'on n'est pas simplement du côté de la documentation ou de la patrimonisation de la musique, mais ce qu'on fait n'est pas cumulatif, comme vous l'avez dit, mais on a le sentiment, nous, d'avoir redéfini l'identité du bibliothécaire musical. Et du coup, je comprends votre démarche de dire, pour pouvoir avoir mené en place une enquête sociologique avec une question d'homogénéité des réponses, des territoires, le découpage administratif, etc., on doit objectiver une réalité, mais je pense qu'elle est à peu près la même pour tout le monde. Après, c'est des questions, comme vous dites, de choix, de moyens, d'orientation de l'établissement, voire de la visée politique. Mais avec des outils, par exemple, comme Creative Commons, qui sont reproductibles, on peut se questionner sur notre identité musicale de la même manière qu'on habite à Lyon ou qu'on habite dans une petite commune. Et ça, j'en suis persuadé, preuve à l'appui.
Et c'est parce que je pense que l'enjeu des bibliothèques n'est pas dans une réponse multiple à comment on remplace l'usage de nos lieux. Mais c'est comment on fait comprendre à nos établissements que notre mission, c'est une mission de contenu, de comment on rend intelligible le monde musical aujourd'hui. Et donc, pour moi, la musique, ça s'écoute seul, ça s'écoute à plusieurs, ça se partage dans des festivals avec toutes les questions de gêne entre les publics qu'on voit se développer. Ça peut se jouer sous forme de jeu. Il y a différentes manières. Ça se regarde par un DVD, par un fond documentaire. C'est cette multitude-là qu'il faut re-questionner. Parce que sinon, on va être que dans une... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un bibliothécaire ? Est-ce que c'est celui qui est uniquement du côté des publics, uniquement celui qui fait ça ? Alors que je pense qu'on parle de la même chose, mais que ce qui n'a pas encore été travaillé, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'identité d'un bibliothécaire ? Et nous, on l'a fait par l'absurde, c'est qu'est-ce que n'est pas un bibliothécaire ? C'est-à-dire qu'est-ce que ne fait pas une SMAC ? Qu'est-ce que ne fait pas un programmateur de musique, etc. Et si vous faites ce travail-là sur vous-même, vous verrez que peu importe le territoire, au-delà de l'usage social du lieu, vous arriverez à certaines conclusions qui peuvent se rejoindre sur le territoire. Je pense qu'on partage largement votre remarque parce que c'est pas encore une fois, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est pas des réponses, c'est des listes de questionnements sur des identités variables, encore une fois, qui peuvent être habitées parfois par la même personne et avec des questionnements qui sont très ouverts. Là aussi, on a parlé beaucoup des plateformisations et de l'arrêt du CD. Pour nous, c'est pas le cœur du problème, c'est des choses qui reviennent dans les discours. Mais alors là, on a fait suffisamment d'enquêtes de public et d'enquêtes culturelles pour savoir que les questions ne sont pas déterminées par la technique. Ces transformations-là ne sont pas déterminées par la technique. Souvent, la technique, c'est un vecteur de transformation qui sont plus profondes d'un rapport à la musique, la musicalisation du quotidien, le fait que on écoute de la musique de façon nomade et de façon plus présente. Ça ne veut pas dire que l'expérience musicale a changé, c'est peut-être des choses qui se sont rajoutées. Et puis encore une fois, il y a des effets qui paraissent globaux, de transformation qui paraissent globaux, mais encore une fois, qui sont toujours inventés dans des lieux particuliers, avec une idéologie particulière, qui après viennent dans des espaces nationaux et sur des territoires et qui produisent des effets qui ne sont jamais tout à fait les mêmes. Le projet de Spotify, ce n'est pas un projet uniquement technologique, c'est aussi un rapport, une conception de la musique comme étant un flux qui n'est pas forcément partagé par tous. N'empêche que qu'est-ce qu'on en fait quand on en fait usage à dol. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on écoute de la musique sur Spotify qu'on accomplit le projet de Spotify qui consiste à écouter de la musique tout le temps, en permanence, de tout mélanger, c'est pas sûr. Et c'est bien l'enjeu d'avoir une réflexion dans vos lieux à chaque fois, parce que vous inventez, vous questionnez des façons d'écouter de la musique, et finalement le projet de qu'est-ce que c'est que d'être bibliothécaire, c'est le même en musique que sans doute dans la lecture et tout ça, c'est à quoi on sert, c'est quoi multiplier les formes d'écoute, multiplier des qualités d'écoute, multiplier des répertoires, des curiosités, tout ça. On revient toujours à la même question, mais elle est attrapée par des bouts un peu différents. Mais du côté de votre environnement, la question qui vous est adressée, y compris parfois par vos publics en sont les porteurs, c'est oui, mais bon, à quoi ça sert puisque c'est numérisé ? Ok, bien sûr, à quoi ça sert ? Mais sors-moi ta playlist Spotify et montre-moi ce que tu écoutes. Bon, il y a encore du travail pour diversifier, écouter d'autres formats musicaux, ça, voilà. Est-ce que c'est possible sur Spotify ? Pas toujours, donc il faut le faire ailleurs. Ces questions-là, on les retrouve totalement. Donc encore une fois, nous, on n'a pas de réponse sur le fait de dire la révolution technologique, vous la prenez, et puis il y a une vague qui change tout. Non, il y a des transformations qui avaient commencé avant, qui se renforcent là. Je vous donne un exemple tout bête, mais ce qui est une pratique culturelle qui est largement diffusée, le fait que les enfants et les parents n'écoutent plus la même musique, pas au même moment. Ça, c'est pas, on n'a pas attendu Spotify pour vivre ça. Ces équipements technologiques-là, ils ont été investis au service d'un projet qui est d'individualiser la musique, voilà, et de la faire échapper davantage au contrôle familial. Et la bibliothèque fait ça aussi, en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important de ne pas écouter la même chose que papa et maman, et d'écouter plutôt ce qu'écoutent mes amis. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui est un mouvement de transformation des pratiques culturelles qui fait que les sociabilités sont hyper fortes.
Il se trouve que Spotify, ça favorise les sociabilités, ça va dans ce sens-là, donc c'est pour ça que c'est capté. Est-ce que les bibliothèques sont dans ce cadre-là? Peut-être, en partie, j'en sais rien. Mais Juste, je finis sur l'enjeu de l'identité. Il ne faut pas sous-estimer les résistances. Il y a des bibliothécaires qui ne veulent pas faire des... Enfin, vous voyez, qui se situent... D'ailleurs, j'ai dit, dans une bibliothèque départementale, il y a celle qui n'est pas bibliothécaire et qui s'occupe des concerts, et puis la bibliothécaire qui ne veut pas faire autre chose que s'occuper des CD, etc. Dans une autre bibliothèque, il y a la bibliothèque centrale d'Esnos qui fait de la musique à Montreuil, et puis il y a les bibliothèques de quartier, y compris celle où je suis allé, où il faut d'abord passer par les dealers pour pouvoir atteindre la bibliothèque. Et elle a dit, on ne fait pas le même métier. On n'a pas le même taf, et c'est pas du tout la même mission, puis on n'a pas les mêmes moyens. Donc elle a été un peu très énervée même à l'égard de la politique de la bibliothèque centrale d'Esnos, parce qu'elle disait, pendant ce temps-là, moi je fais quoi, enfin, oui. Donc c'est cette difficulté, c'est pas que tout le monde ne rencontre pas les mêmes problèmes, et c'est il n'y a pas la même vision du métier, c'est pas la même... c'est pas non plus les mêmes façons de répondre, tout ça, quoi. Moi, j'avais juste une question très courte sur une des expériences que vous avez montrées, qui est la Sonothèque de Normandie. Si je ne me trompe pas, c'est effectivement de la numérisation de fonds de bibliothèque, mais les bibliothécaires ne sont pas investis en rien sur l'animation de la plateforme. C'est une association... qui du coup devient un peu le contre-exemple de ce que tu as montré, Nicolas. C'est-à-dire que là, ce terrain-là, il est occupé, quoi, avec en plus un questionnement sur le partage, puisque Nicolas nous le montrera, la Gironde Music Box est quand même un outil ouvert que tout le monde peut se réapproprier, alors que la Sonothèque de Normandie, essayer de les contacter pour avoir des retours d'expérience, c'est juste impossible. Ou alors il faut payer. oui, mais toutes ces questionnements-là sur quelle identité on a par rapport à d'autres partenaires ou parfois des concurrents aussi, sur le même territoire, voilà, comment on se positionne par rapport à la FNAC, parce qu'on peut écouter de la musique à la FNAC, enfin en tout cas on pouvait, peut-être moins maintenant, comment on se positionne par rapport à un bar qui fait super bien des concerts, voilà. Donc ces questions-là, elles sont jamais tranchées, mais évidemment, nous ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des équipes qui se posent ces questions-là, comment on se positionne, et d'autres qui ne se les posent pas. Voilà. Et nous, celle qui nous intéresse là, en tout cas pour aujourd'hui, c'est les équipes qui se posent des questions, qui essayent de positionner une offre, qui regardent quel public viennent pas, à quel moment on arrive à capter des publics, on n'arrive pas à les faire écouter telle forme de musique, donc on essaye de changer. Voilà, c'est des choses qui sont en train de s'inventer ou de se réinventer, là où il y a eu un moment dans lequel il y avait du CD, on balançait, ça sortait, les gens copiaient tranquillement et on ne se posait pas ces questions-là. Là, vous êtes à un moment très intéressant parce que ça ne marche plus, donc il faut réinventer. Et c'est ça, modestement, qu'on va essayer de rendre dans cet ouvrage. C'est la façon dont il y a des formes de réinvention et puis les publics, comment ils se positionnent par rapport à ça. Certains ne se positionnent pas du tout à la bibliothèque parce qu'ils ne perçoivent pas la bibliothèque comme étant un lieu dans lequel il y a de la musique qui les concerne. Et d'autres qui vont effectivement se positionner par rapport à ça parce que ça fait sens par leur pratique. Voilà. Et donc, comment vous les captez? C'est vraiment ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, de la captation de l'attention, proposer une expérience qui soit mémorable ou pas. Voilà. En sachant que la difficulté que vous avez, c'est que vous avez des publics qui ne font pas, qui sont pas captifs tout au long de leur vie. Mais parfois ça a été présent à un moment. Et encore une fois, quand on pose une enquête sur les usagers des bibliothèques, séjourneurs, non-séjourneurs et tout ça, être présent, c'est aussi être présent à un moment précis. Vous avez des publics qui ne viennent plus à la bibliothèque, mais qui ont un souvenir très marquant de lecture en bibliothèque, qui a structuré plein de choses pour eux après. Donc il suffit parfois d'une fois. Donc c'est extrêmement compliqué de mesurer l'impact que vous avez. Alors oui, ça va être pénible, mais l'emprunt, c'est ce qu'on vous demande souvent dans les collectivités. Combien de divisions, combien de prêts, voilà. Bon, voilà, ça se limite à ça. Bon, ça ne traduit pas du tout ce que vous faites. Et là, le prêt de CD, ça ne marche plus, quoi. Combien de prêts? Ok, super. Donc, combien de consultations en ligne? Il va falloir inventer d'autres indicateurs. Le terme même d'inventer d'autres indicateurs, ça veut dire déjà que vous êtes dans une évaluation qui est celle d'une entreprise. Voilà.
Je voulais juste sur la question de, enfin voilà, effectivement, on se questionne sur ce qui est légitime ou pas, les limites, enfin les frontières de nos métiers, de nos missions, etc. Mais une fois qu'on se questionne là-dessus et qu'on se dit oui, on peut se positionner sur un studio d'enregistrement, la place de la médiation et tout ça, comment on fait pour défendre des moyens pour ça? Et c'est vrai il y a des préconisations assez claires en termes d'acquisition documentaire, mais pour tout ce qui est action culturelle, à ma connaissance, je suis en train d'essayer de faire un argumentaire voilà, pour défendre plus de budget d'action culturelle, et donc sur tout ça, mais je ne trouve pas de préconisation nationale pour ça, et même trouver des moyennes nationales, ça remonte à 2008, donc pour se positionner en fait en termes de moyens à y dédier légitimement pour une collectivité, une médiathèque, je trouve que c'est pas évident et qu'on a besoin aussi d'un cadre institutionnel et de réaffirmer voilà, le sens possible de notre action et les moyens à y dédier aussi. Oui. Je sais pas Non, si on est peut d'accord. répondre. Encore une fois, il y a ce qui est intéressant. Alors, pour vous, c'est peut-être pas facile à vivre, mais dans la politique culturelle de la France, il y a eu un moment où ces questions-là, on ne serait jamais posé la question de savoir s'il y avait un niveau, un plafond à atteindre et tout ça. C'était important, point. C'était un constat important, partagé par tout le monde. Et encore une fois, c'est intéressant dans l'architecture même des lieux, hein, le geste architectural qui consistait à implanter une bibliothèque à un moment, on se disait bon, c'est important pour les Français, il faut le faire. Puis dans la façon qu'on a eu collectivement de déconstruire ça, et peut-être que les sociologues avec Bourdieu en sont aussi comptables, hein, voilà, la logique de distinction culturelle qu'on cherche à déconstruire, ça faisait qu'on a eu une façon de rentrer dans la culture qui soit plus modeste, plus routinisée, plus normale en fait. Et vous y avez travaillé aussi pour rendre la bibliothèque plus accueillante, plus normale, que ça soit moins une expérience, moins un choc, parce qu'effectivement, c'était pour certains publics compliqué de pousser cette porte. Mais en rendant la bibliothèque plus normale, vous êtes rendus aussi plus normaux, si je caricature. Voilà, et en tout cas, peut-être moins légitime, mais de la même façon que les universitaires ont fait la même révolution et qu'on peut faire le constat qu'on n'est peut-être plus considéré comme on l'était avant par rapport à quelqu'un qui gagne 3 fois notre salaire et qui fait du marketing, bah, c'est un peu pareil et c'est comme ça. Donc maintenant, soit on prend ce que font une partie de votre population, de votre profession, soit on prend les mêmes indicateurs, on joue le même jeu et on essaie de s'imposer, soit on a un autre système de référence, on reste sur les mondes de la culture et voilà, et on cherche à redéfendre et à redéfinir un projet. Mais encore une fois, nous on observe juste que vous êtes dans ces questionnements-là, avec des modes de réponse qui sont variables, mais qu'il n'y a pas un grand récit sur la musique en bibliothèque, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un grand récit sur la bibliothèque tout court. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir re-questionner. Mais on y a travaillé un peu. Bon, on espère que ça va sortir.